J'ai enregistré une intro nickel à peu près 30 fois en studio, à l'extérieur, et puis je réécoute et je me dis non, c'est trop lissé, il y a pas assez d'aspérité, c'est pas assez brut, c'est pas assez vivant, c'est pas assez vrai. Donc voilà, ça va être la nouvelle intro. Vous êtes sur le podcast Flamboyante, un podcast qui parle des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont de l'audace, des femmes qui, à mes yeux, sont remarquables, qui incarnent parfaitement l'adjectif flamboyant d'eux. Ces femmes, elles sont plurielles parce qu'elles sont multifacettes, elles osent y aller, elles en ont sous le pied. Elles ont pris des chemins de traverse, elles sont audacieuses, elles sont sensibles, elles sont intègres. Elles tentent l'alignement, et je dis elles tentent parce que c'est pas toujours facile. Elles se respectent, elles respectent leurs valeurs, et ça me touche beaucoup. Donc ces femmes qui créent, qui entreprennent, qui créent des boîtes, qui enferment, qui proposent des nouveaux services, des nouveaux produits, qui offrent du sens, qui offrent de la valeur à nos univers, à nos vies. Ce sont ces femmes que je vais rencontrer, ce sont ces femmes que je vais interviewer et ce sont ces femmes que je vais vous présenter. Donc bienvenue sur le podcast Flamboyante, un tout nouveau podcast créé par Sabine Reynard, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Bouchée double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Maud Villaret, la fondatrice de la marque Toubab Paris depuis 2006, créatrice de bijoux totalement dingues, tant par leur couleur que leur envergure et aussi par l'énergie qu'ils dégagent. J'ai envie de dire que les créations de Toubab Paris envoient du lourd, autant au cou des mannequins des défilés qu'au cou des femmes dans la rue. Maud, je t'ai rencontrée il y a plus de 20 ans au sein du bureau de style Nelly Rodi, dans lequel j'étais chef de projet styliste. On a été formées toutes les deux en art textile et impression à l'école du Perret à Paris. Et ça, c'est une info essentielle pour comprendre ton positionnement et comment tu crées. Depuis cette époque, on s'est vu peut-être 3 fois, mais on se suit, il me semble, sans trop m'avancer, qu'on s'aime mutuellement et qu'on aime mutuellement ce que l'autre fait, que l'on se respecte en tant que femme, en tant que créatrice et aussi en tant que chef d'entreprise. Tu sais que je souhaite, à travers ce podcast Flamboyante, qui ne porte pas son nom pour rien, mettre en lumière des femmes qui entreprennent, qui m'inspirent et qui, à mes yeux, sont remarquables dans le sens qui sont des super nanas chefs d'entreprise, quoi. Il était donc plus qu'évident pour moi de commencer ce podcast avec toi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ton parcours et parce qu'à mes yeux, tu incarnes l'excellence, la créativité, la sensibilité divinement bien. Bon voilà, c'est une intro un peu longue. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Je rappelle aussi à nos auditorices que cet épisode n'a pas pour vocation à être coupé et monté. Il sera donc la traduction pure et simple de notre conversation telle qu'elle est. Alors Maud, bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du moment et ensuite nous dire ce qu'entreprendre t'a appris jusqu'à aujourd'hui? Alors, bonjour Sabine, bonjour tout le monde. Merci pour ton introduction et tous tes éloges. Merci aussi pour tes engagements et tes valeurs. Mon mood du moment, en ce moment, je suis en France. Je suis contente d'être un peu revenue sur Paris et me nourrir un peu d'autres choses. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris à aujourd'hui? Énormément de choses. Moi, j'ai toujours, j'ai jamais été salariée. Donc, moi, j'ai toujours été à mon compte. Donc, la question ne s'est même pas posée. C'était fluide. En fait, pour moi, les choses se sont enchaînées. Voilà, j'ai saisi toutes les opportunités au jour le jour et je suis pas forcément quelqu'un qui suit dans une planification, une stratégie. Voilà, j'essaye de m'accorder à ce qui me fait vibrer et à ce que la vie m'envoie et d'avancer comme ça sur mon chemin en fait.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux justement nous décrire les grandes lignes de ton aventure entrepreneuriale qui, on vient de le comprendre, ont été des lignes improvisées ou en tout cas, la vie t'a envoyé des opportunités que tu as saisies et qui ont construit cette aventure? En fait, comme tu le rappelais tout à l'heure, donc moi j'ai fait des études de design textile à Duperré. Donc j'ai toujours aimé travailler les matières et la couleur. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages différents et moi j'ai un lien particulier avec l'Afrique depuis que je suis toute petite et j'ai saisi l'occasion de pouvoir partir faire un stage dans ma dernière année d'études sur Bamako et c'est vrai que ça a été le déclencheur de tout ce que je fais encore aujourd'hui en fait. C'était vraiment le déclic de tous les projets qui ont suivi en fait. Donc c'est un voyage révélation. Tout à fait, tout à fait. Et toute mon mémoire de fin d'études, j'ai travaillé autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai encore relu les textes que j'avais écrits, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, et c'est encore exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment en résonance avec qui je suis en fait. Donc tu as été guidée et tu t'es laissée guider et porter par cette inspiration, cette aspiration africaine et pas que. Voilà, moi quand j'étais sur Bamako, en fait, j'ai fait un stage de teinture à l'indigo de manière traditionnelle avec Aboubacar Fofana, qui est un grand designer et une pointure de l'indigo au niveau international. Et j'ai découvert qu'est-ce que c'était que le travail des textiles traditionnels, donc aller chercher l'eau à la source, monter les cuves, piler les boules d'indigo, etc. Et je me suis rendu compte du travail de dingue que c'était. Et voilà, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour la valorisation du patrimoine textile. Et ça a été aussi une révélation par rapport à ça en fait. Et le travail aussi des femmes, l'engagement des femmes, voilà, qui travaillent autour de tous ces textiles. Donc j'ai commencé à mettre un pied un peu là-dedans à ce moment-là en fait. Est-ce que pour toi, tu as senti que c'était un défi? Tu avais des peurs? Il y avait des émotions qui étaient associées à cette découverte ou tu t'es vraiment plongée, on va dire, voilà, comme dans un bain de couleurs et puis laissé porter? En fait, quand je suis revenue, j'ai commencé à fabriquer un peu des accessoires avec les matières que j'avais chinées ça et là. Voilà, j'ai commencé un peu à bosser en freelance. Moi, je suis un tempérament assez indépendant et autonome. Je m'étais jamais vue dans comment dire, à travailler pour une structure. En fait, j'ai toujours avancé sur mon propre chemin. Après, il y a des gens qui trouvent un peu leur épanouissement dans une sécurité, ou peut-être le salariat, ça leur convient mieux. Moi, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là, en fait. Moi, mon épanouissement personnel, je le trouve dans ma créativité. Après, c'est sûr qu'au quotidien, il y a énormément de challenges. En fait, je me suis un peu lancée comme ça. J'ai commencé à faire un peu des accessoires et puis j'ai eu des grosses commandes qui m'ont obligée à déposer ma marque, trouver des moyens de facturation, trouver des moyens de production, etc. Donc, ça a été beaucoup de challenges d'un coup. Et c'est vrai que dans nos formations artistiques, en fait, on n'est pas formé pour tout ce qui est montage administratif, etc. Enfin, on n'y connaît rien. Donc, j'étais un peu comme ça, lâchée dans la nature et j'ai appris un peu sur le tas. Voilà, donc ça a été aussi des gros challenges. Mais c'est vrai que quand on est dedans, enfin moi je m'en rendais pas compte parce que c'était des choses à faire, il fallait que je les fasse. Il y avait personne d'autre que moi qui allait les faire, donc tu te poses pas de questions en fait. Si tu veux avancer, voilà, tu trouves des solutions, c'est tout. Et je rappelle d'autant plus qu'il y a 20 ans, pour l'avoir vécu aussi, c'était assez nébuleux au niveau juridique et administratif. On était complètement livrés à nous-mêmes. C'était compliqué d'avoir des informations. Donc, c'est vrai qu'il fallait aller à la pêche aux informations pour pouvoir construire tous les éléments qui correspondaient à son nom d'entreprise, etc., à tout le positionnement de sa marque. C'est sûr. Après, moi en plus à l'époque, femme, entrepreneur, dans le milieu du multiculturel, c'était pas simple. C'était pas simple. J'ai eu de la chance d'avoir sur mon parcours des gens aussi qui m'ont bien conseillé, qui ont pris du temps aussi pour m'apprendre. Alors ça allait des choses basiques, hein, comment calculer un prix de revient, comment se positionner, etc., etc.
mais c'est en le faisant qu'on fait ses propres expériences, en fait. La plus grosse erreur, ça serait de ne rien faire. C'est forcément en se trompant et en réajustant les choses, on est sans cesse, en fait, en train de se remettre en question. Il n'y a pas de, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de chaque choix a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, des fois c'est pas facile de prendre certaines décisions et de s'y tenir, mais il n'y a pas de modèle parfait ou voilà, c'est. Dans mes souvenirs, j'ai eu l'impression que tout ça, ça s'est fait très vite pour toi et que finalement, tu as embrayé, tu as créé et puis ta marque, elle est arrivée très vite. Le nom, c'était presque une évidence. Donc, tu nous parles de ces balbutiements, de ces ajustements, de tout ce que tu as cherché pour commencer. Et finalement, après avoir commencé cette création, comment tu as construit ta marque? Est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer? Est-ce qu'il y avait vraiment un positionnement qui te tenait à cœur et est-ce que c'était évident pour toi après la construction de cette marque et de cette image de marque? En fait, quand j'ai commencé, moi, j'étais beaucoup sur du produit en petite série, parce qu'à l'époque, j'avais eu quand même des grosses commandes. Donc, j'avais travaillé avec des artisans au Burkina, j'ai travaillé avec des femmes en insertion en banlieue parisienne. Enfin, tout l'aspect humain et lien social m'intéressait aussi derrière. J'ai commencé à faire des salons professionnels. Alors, au départ, j'ai fait plutôt des salons de mode éthique. Mais à l'époque, à part des t-shirts en coton bio blanc, il se passait pas grand-chose. Et les gens, quand ils voyaient des textiles africains, ils m'associaient à de l'importation d'artisanat et c'était pas ma démarche non plus. Donc c'était pas évident de se positionner par rapport à ça et je me suis rendu compte que ça me fermait aussi à une certaine cible. Donc après, j'ai essayé de faire des salons professionnels un peu plus larges comme Première Classe, Maison Objet, etc. Et là, j'ai commencé à avoir un réseau de distribution boutique à l'international. Sauf qu'en fait, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai été chef d'entreprise, en fait. Mais que j'avais jamais voulu monter une entreprise, en fait. Moi, je suis une artiste et en fait, mon cœur de métier, c'est la créa. Et je me suis rendu compte au bout de je ne sais combien d'années que j'avais jamais le temps de faire de la créa. Parce qu'en fait, quand on est chef d'entreprise, les 3/4 du temps... c'est de la logistique qu'on fait, c'est du suivi de produits, des problématiques de douane à droite à gauche, des envois, c'est préparer le boulot pour les uns et les autres. Et encore, je déléguais qu'une toute petite partie, les éléments qui rentraient dans la réalisation de mes pièces, mais je faisais tout moi-même. Donc à un moment donné, je me suis rendu compte que travailler 7 sur 7, 16 ou 18 heures par jour, c'était compliqué. J'ai dû faire face aussi à pas mal de problèmes de santé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je revienne à mon cœur de métier aussi un petit peu autrement. Donc, il faut que je me réajuste. Et j'ai compris que en faisant aussi des produits en série, il fallait vraiment faire du volume pour que ce soit rentable. Et ça a jamais été, en fait, mon objectif. Parce que j'avais envie de me développer autrement et de faire vraiment de la pièce unique. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai pris aussi un peu des décisions d'arrêter de bosser avec des bureaux de presse, d'arrêter les boutiques, de monter ma propre boutique en ligne, de garder quelques points de vente, des gens qui me suivaient depuis le début ou des structures, des boutiques de musées, des fondations, etc. Où je pouvais travailler sur des collections capsules, où je pouvais avoir aussi une visibilité un peu autrement, et de travailler en pièce unique sur du sur-mesure, de développer les collaborations avec d'autres créateurs, d'autres marques autrement, ce qui me permettait aussi de voyager et d'arrêter tout ce qui était salon parce que je pouvais plus arriver à gérer toute seule 2 collections par an et des shootings. Les après-salons étaient aussi assez difficiles à gérer parce qu'on était aussi débordés. J'avais vraiment pas le temps de pouvoir m'exprimer créativement comme j'avais envie, quoi. Donc là, finalement, tu viens de nous partager presque le premier réajustement important autour de ton entreprise et de ta marque, en passant des séries, des grosses séries qui pouvaient t'apporter par le volume un revenu intéressant, à la pièce unique ou à la micro-capsule, donc à la mini-série. Ça a été hyper important dans le développement de ton entreprise.
Oui, et puis en fait, voilà, moi, quand j'ai commencé, je me suis jamais dit, je vais monter une marque, je vais monter une entreprise, je vais débloquer des fonds. Voilà, moi, j'ai pas du tout été stratégique, enfin, par rapport à ça. J'ai toujours été hors case de tout. Et pendant un moment, je pensais que ça m'ajoutait, on va dire, des difficultés. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est vraiment ce qui faisait aussi ma force, cette espèce de côté hors case et pas conventionnel, en fait. Où je me suis vraiment écoutée à plusieurs reprises. J'ai essayé aussi de faire des business plans pour me développer différemment. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de ça, en fait. J'avais pas envie d'avoir des équipes fixes, de gérer, voilà, de continuer ce type de développement-là et d'être vendu dans plein de boutiques, en fait. Je suis pas quelqu'un qui court après la notoriété. Moi, j'ai juste envie de m'exprimer créativement autrement pour partager et transmettre autre chose comme vibration, on va dire. Donc finalement, ce qui te convient le mieux, c'est d'exprimer ton art à travers des pièces uniques et finalement d'avoir peut-être un côté assez élitiste ou en tout cas très haut de gamme dans ta diffusion pour ne toucher que quelques personnes qui vont accueillir cette vibration telle que toi tu l'as pensée et créée. Après, moi, j'ai toujours été un peu, comment dire, un espèce d'entre-deux où je suis quand même à la fois une marque et je fais quand même un peu des petits produits pour ma boutique en ligne, pour voilà, pour des clients que j'ai déjà. Et en même temps, j'essaye d'avoir un positionnement un peu plus artistique, surtout ces dernières années où j'essaye de développer tout ce qui est sculpture murale, voilà, d'être représentée en galerie un petit peu autrement, etc. Où j'ai aussi toute une partie consulting, formation aux artisans. Voilà, j'essaye d'arriver à me dégager du temps aussi pour ça. Mais voilà, je suis un peu à cheval entre différentes choses, en fait. D'accord. Et alors, ce qui est quand même fondamental et qui reste, je pense, qui perdure depuis le début de ton lancement, c'est l'aventure humaine, puisqu'elle a été fondamentale pour Toubab Paris. T'as constitué des équipes avec des femmes, comme tu le disais tout à l'heure. L'humain fait partie intégrante de ta création et de ton entreprise. Ben, c'est ce qui fait la richesse de ma richesse, en fait. Ce sont les échanges humains. C'est pas ce qu'il y a sur mon compte en banque, hein, mais c'est vraiment une aventure humaine parce que c'est un choix de vie aussi où tu fais jamais la même chose tous les jours. Tu gravites dans différents milieux sociaux, différents pays, voilà, ma richesse, c'est aussi tous mes contacts et les relations que je peux nouer à travers le monde, en fait. C'est vraiment ça. Et pour essayer de rebondir à une partie d'une question que tu m'as posée tout à l'heure, Toubab, moi je me suis appelée Toubab parce que j'étais Toubabou au Mali. Donc j'avais choisi ce nom-là quand j'ai monté ma marque parce que je trouvais que c'était un mot qui était facilement identifiable par les gens ici. Et puis c'est ce que j'étais. J'ai pas triché sur sur la notion de couleur. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques années que je recevais en fait des messages des gens qui me remerciaient pour la joie de vivre que je leur apportais, et notamment un email d'une cliente australienne. À l'époque, j'avais des revendeurs là-bas qui avaient acheté un collier à moi et qui me disait que c'était le seul collier qu'elle pouvait porter parce qu'elle avait eu un cancer du sein et mon collier était imposant visuellement, mais il n'était pas lourd. Donc elle, ça lui procurait de la joie parce qu'il était plein de couleurs et ça créait aussi du lien avec l'extérieur parce que les gens la complimentaient ou la questionnaient sur la provenance du collier, etc. Et elle m'avait fait un message tellement touchant, le genre de message qui met vraiment les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas choisi Toubab par hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des synchronicités et voilà, tout a un sens. Et en fait, Toubab, ça vient du mot Toubib, des premiers médecins qui allaient au Sénégal. Et pour moi, derrière ce mot-là, il y a l'idée du bijou qui soigne, mais qui soigne autrement en apportant de la joie de vivre aux gens. Et mon cœur de métier, il est là. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me développer en pièce unique autrement. Je pense que chaque personne trouve la pièce qu'il lui faut, chaque pièce trouve la bonne personne. Et c'est vraiment un échange énergétique autrement. Et quand je te dis ça, j'ai encore des frissons. Moi, je suis quelqu'un
assez connecté aussi. Et voilà. Et c'est cette joie de vivre que j'ai trouvée, par exemple, au Mali, où j'allais dans les villages où les gens n'ont rien et partagent tout. Et c'est ce truc-là, en fait, qui est super fort et qui m'anime, en fait. Et je suis quelqu'un d'hyper sensible aux matières, aux couleurs. Chaque couleur aussi a des vibrations particulières, en énergétique, etc. Je m'intéresse à la lithothérapie, je m'intéresse à plein de choses, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça que pour moi, c'est vraiment important d'arriver à travailler sur de la pièce unique, mais avec plein de matériaux différents. Parce qu'ils ont tous une vibration particulière, ils ont tous une histoire, ils ont tous... voilà, et c'est vraiment ça mon cœur de métier en fait. Et toi, tu associes toutes ces matières et tous ces matériaux d'une manière un peu magique, c'est-à-dire que tu le fais par rapport aux formes, c'est très intuitif, voilà. Donc ça a un sens aussi dans cette valeur de guérison, puisque finalement il n'y a pas de hasard non plus dans la manière dont tu composes tes bijoux. Et puis je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est que c'est vrai que moi j'ai jamais été comme ça, donc je me rendais pas compte, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont figées dans un mode vestimentaire de par leur travail, de par plein de choses, et qui n'osent pas apporter de la couleur, qui n'osent pas apporter des choses originales, etc., qui aiment bien, et qui me disent « c'est joli, mais je ne porterai pas ». Et puis finalement, ils essayent un petit collier ton sur ton. Et puis 6 mois après, je les revois avec quelque chose de plus gros. Et puis bon, 2 ans après, c'est des boucles d'oreilles avec des pompons, des machins. Parce qu'ils ont eu des compliments, parce qu'ils ont été... voilà. Donc ça les encourage et ça leur redonne aussi confiance en leur disant « oui, c'est possible. Moi aussi, je peux asseoir mon originalité autrement ». Et il y a beaucoup un aspect comme ça aussi, et de plus en plus, et c'est assez drôle en fait. Des fois, je remarque vraiment presque des changements de comportement en fait par rapport à l'accessoire. Ouais, c'est l'accessoire qui permet de se révéler finalement aussi et de s'exprimer. C'est ça. Et chacun fonctionne un peu différemment, mais non, c'est assez rigolo. Alors, une autre part importante de ton business, c'est évidemment la créativité. Tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est aussi ce qui, je pense, nous lie. Est-ce que tu peux nous parler de la place de la créativité dans ta vie d'une manière générale? Et puis, comment tu composes avec cette créativité? Est-ce que ça a un vrai impact dans ton entreprise et dans tes choix d'entreprise? J'imagine que c'est très puissant et que peut-être que c'est elle qui te guide tout le temps. Ben, en fait, elle fait partie de moi au quotidien pour toutes sortes de process. C'est pas juste la créa au niveau du produit, en fait. On est confronté au quotidien toujours à plein de problématiques différentes. Il y a des fois, je me dis, mais je vais écrire un livre de qu'est-ce que j'ai pas encore fait, en fait. Et tous les jours, j'ai des nouvelles problématiques. Et je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi on m'envoie ça encore? Mais du coup, ça oblige vraiment à avoir aussi à adapter sa vision de la vie, à être aussi sensible aux signes, sensible vraiment à ce qu'on ressent aussi, parce que des fois il y a des propositions qu'on nous fait ou des choses qui semblent très bien sur le papier ou qui sont et moi maintenant j'ai appris à fonctionner différemment. Quand je le sens pas, j'y vais pas. Par contre, il y a des choses que je peux sentir, auxquelles je suis très réceptive, qui franchement semblent compliquées, mais j'y vais les yeux fermés parce que je sais que ça va être bon pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose, comment dire, avec moi-même où j'ai aussi appris à m'écouter au fil du temps. Voilà, j'ai aussi appris à dire non parce que ça a été difficile pour moi et de pas tout accepter tout le temps parce qu'on s'épuise. Donc il faut arriver aussi à faire des choix. Savoir dire non, savoir se donner de la valeur, savoir s'estimer, ça c'est tout un challenge. Moi, j'essaye d'apprendre à prendre soin de moi depuis des années, mais ça c'est ça c'est un challenge aussi parce que sinon je ne fais que travailler. C'est vrai que quand on est passionné, il y a tout le temps des choses à faire. Il y a tout le temps des choses à faire. Et des fois, il y a encore des gens quand je dis que le métier, c'est faire du bijou. Il y a des gens qui me demandent si c'est mon vrai métier. Je dis, mais déjà, c'est quoi la notion d'un faux métier? mais à un moment donné, on peut s'occuper 24 heures sur 24. Voilà, même juste en création, moi, j'ai l'impression d'être à 2% de ce que je peux faire créativement parlant, en fait. Bien sûr. Donc voilà, il y a tout le temps des choses à avancer. Les réseaux sociaux, il faut tout updater tout le temps. Il y a tout le temps des dossiers de presse à updater, tout le temps des sites, tout le temps des...
du contenu à faire. Il y a, voilà, c'est sans fin en fait. Je fais une micro-pause parce que je pense que ton micro touche un peu ton bijou. Pardon. Parfois, Et ça alterne puis, je le viens son. de m'apercevoir que j'ai plus beaucoup de batterie, mais je peux pas charger mon téléphone et avoir le micro en même temps. Donc, Il reste longtemps ou pas? Pas beaucoup. Bon. Écoute, on pourra peut-être faire en 2 temps, je sais pas. On continue jusqu'au bout ou... On continue jusqu'au bout. Alors justement, je rebondis par rapport au fait. Alors tu prends soin des gens grâce à ta création, ça c'est sûr, je le ressens aussi, bien sûr, depuis longtemps. Et là, on parlait du soin que tu peux te porter à toi. Et justement, tu m'écrivais il y a pas longtemps que tu savais pas t'arrêter, que tu travaillais tout le temps. Alors je sais que tu ressens beaucoup de joie en créant, mais est-ce que parfois, en fait, cette création, c'est un peu un sacerdoce? Est-ce que tu aimerais pouvoir ralentir ou arrêter? Est-ce que tu as déjà eu l'idée de te dire, bon, ok, là, il faut que je stoppe tout, je ne mets plus rien dans mes mains parce que j'ai besoin de temps, parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi, j'ai besoin aussi de cette pause pour me régénérer et pour faire attention à moi? Non, en fait, moi, c'est vraiment pas... par rapport aux créations produits, ça je pourrais faire sans m'arrêter, même si maintenant je commence à avoir mal aux mains à force de faire les mêmes gestes. Et enfin, ça devient un petit peu compliqué. Mais moi c'est tout l'aspect charge, voilà, s'occuper du commercial, de la communication, administratif, c'est ça qui est vraiment très lourd pour moi parce que j'essaye de faire ça. Sans y aller à contre-cœur, mais c'est vrai que c'est un poids et ça prend beaucoup de 3/4 des journées en fait. Donc la créa, c'est vrai que c'est souvent le soir, la nuit, quand on n'est pas dérangé au téléphone, quand il n'y a pas 36 choses à gérer. Donc voilà, mais c'est vrai que moi tu me dirais tu fais que de la créa 20 heures par jour presque. Tu signerais tout de suite. Si, sur ça, je signe. Alors, bon, c'est un peu couplé, c'est-à-dire que pour moi, la créativité, elle est liée à l'audace. J'ai le sentiment que l'audace, c'est une vraie valeur et que c'est un support pour toi, c'est une posture essentielle dans ton parcours. D'ailleurs, tu nous as presque dit, mais tu vas nous l'expliquer un peu mieux. T'as osé quitter la France et t'installer en Afrique il y a quelques temps. Comment tu as fait ça? Comment t'as basculé sur le continent africain? Je sais aussi que tu te déplaces avec 3 camions de perles et de tissus. Comment t'as fait pour déménager ton atelier parisien? Enfin, tout cet aspect-là, en fait, moi, me semble, quand je t'ai vu partir, je me suis dit, waouh, comment elle fait, quoi? Elle est très audacieuse, elle envoie, et comment elle s'organise, parce que ça me semblait un peu terrifiant de là où je te regardais. En fait, bon, moi je suis quelqu'un qui voyageait quand même pas mal, et c'est vrai que là j'ai fait le choix d'essayer d'aller sur l'étranger pour essayer de former aussi des gens, essayer de développer des collaborations avec des artisans, avoir voilà des transversalités aussi qui se créent entre plein de cœurs de métier. Moi, ça faisait quelques années que j'allais donc au Sénégal pour exposer pour les biennales, et c'est vrai que ça s'est enchaîné avec des rencontres, avec des opportunités, voilà, où maintenant je suis beaucoup là-bas, en train d'essayer de former des gens, de monter aussi un atelier, des points de vente, etc. Mais c'est vrai que je suis confrontée à des nouvelles problématiques que je n'avais pas. Et puis du coup, ne serait-ce que la logistique d'apport de certaines matières premières ou ramener des produits finis, etc. Ça rajoute, voilà, ça complique les choses. Mais c'est vrai que j'étais un peu arrivée à saturation à Paris. Paris, bon, c'est une ville que j'adore, hein. Culturellement, il se passe plein de choses, mais j'avais pas forcément le temps d'en profiter réellement. Moi, c'est vrai que je bossais dans un atelier où j'avais très très froid les hivers, ou 15 ans d'atelier à travailler les hivers par 2 degrés. Waouh.
même en chauffant avec des triples doudounes, bonnet, etc. Enfin, je passe des conditions de travail, mais voilà. Donc, de me retrouver au chaud, alors pour le coup, il fait Là, très il fait chaud. très chaud, là, cette fois-ci. C'est l'extrême. Voilà, pour moi, je gagne en qualité de vie autrement, même si c'est très pollué, même s'il y a beaucoup de poussière, même si c'est... Voilà. J'ai plus de lumière aussi autrement. Je suis avec des gens qui ont peut-être qui expriment plus facilement leur joie de vivre aussi différemment. Et puis on a quelque part, il y a toujours ce sentiment de se sentir un peu plus utile en étant dans la transmission de certains savoirs, de méthodologie de travail, de structuration, etc. Parce que tout est à créer en fait autrement. Et puis je me retrouve confrontée à des situations où voilà, les gens ont beaucoup de savoir-faire, mais ils savent pas s'organiser pour le valoriser, en fait. Ils ont peut-être même pas conscience. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup de créativité, aussi bien dans leurs produits que dans leurs process, parce qu'ils travaillent avec des outils rudimentaires, où c'est complètement surréaliste, parce qu'on sait même pas comment ils font dans des conditions de travail, mais c'est, voilà. Et j'ai aussi envie de contribuer à leur essor et de leur donner leur chance aussi autrement, quoi. Donc là, concrètement, tu interviens dans des ateliers et tu viens leur apporter de la structure, de la valorisation, de la méthodologie. C'est ça que tu fais au quotidien, là, aujourd'hui? Alors, en fait, moi, j'ai formé quelqu'un qui est en train de devenir un petit peu mon assistant, là. J'ai aussi embauché deux femmes qui font de la broderie. Alors, ils réalisent pas des pièces entièrement finies, mais ils contribuent à l'élaboration de certaines pièces, on va dire. Certaines de tes pièces, du coup. De mes pièces, voilà. Ouais. Et puis, on essaye de travailler sur voilà, des prochaines expositions, sur des pièces qui ne sont pas forcément bijoux aussi. Parce que les gens, il faut savoir une chose, c'est que les gens ne se rendent jamais compte du temps de travail. Et même moi, des fois, je préfère oublier. Oui, mais c'est pharaonique. Et je sais jamais combien de temps j'ai passé sur une pièce, parce que des fois, je pars pour faire un petit produit, et puis en fait, 80 heures après, j'y suis encore, et ça devient une pièce unique monumentale. Donc voilà. Donc ça, c'est difficile aussi à évoluer. Je suis quelqu'un qui suis très exigeante et vraiment à cheval sur les finitions produits. Donc voilà, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que oui, sur telle pièce, j'ai passé 50 heures, etc. Donc là, les sculptures murales, c'est plus en dizaines d'heures, c'est en centaines d'heures. Wow. Donc ça, moi toute seule, c'est plus possible, hein, parce que c'est compliqué, je peux pas faire ça et tout le reste. Donc j'essaye petit à petit de déléguer certaines choses. Mais alors là où c'est un peu difficile, c'est que je sais jamais en amont ce que je vais faire. Ça se construit au fur et à mesure. Donc déléguer des choses qui se construisent au fur et à mesure, c'est pas simple non plus. Donc voilà, c'est le challenge du quotidien. Et puis c'est vrai que là-bas, c'est une autre manière de fonctionner, où les gens sont un peu plus aussi au jour le jour, un peu. Donc c'est pas évident, ça fait travailler vraiment sur notre patience. Des fois, c'est pas très simple. Pour l'instant, c'est vrai que j'y allais dans l'optique aussi d'arriver à former des gens pour me dégager un peu plus de temps, justement, pour arriver à faire de la création. Et pour l'instant, je fais encore beaucoup de management, on va dire. Ouais. Et en même temps, ta création a évolué puisqu'elle est de plus en plus conséquente et qu'elle devient. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tu nous proposes des tableaux. C'est des bijoux tableaux ou des décors muraux tableaux. C'est presque des œuvres, quoi. Alors, je suis beaucoup dans des histoires aussi de choses modulables. Donc, même dans mes sculptures murales, des fois, il y a 2 sculptures dans une. On peut moduler. J'aime bien que les gens puissent s'approprier aussi les produits comme ils ont envie. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va faire un produit pour que ça plaise, en fait. Moi, je fais ce qui vient et ce qui me plaît. Je suis pas quelqu'un qui va coller à je ne sais quelle tendance. Je connais un peu le milieu. Oui, on le connaît. On le connaît. Voilà. Je suis quelqu'un qui peut être à contre-courant de plein de choses. Et même à l'époque, quand j'ai commencé, moi, sur les salons, on me disait, mais enfin, c'est qui la blanche qui fait des textiles africains? C'est pas la mode, ça va pas durer. 4 ans après, tout le monde s'est mis à faire des choses en soi-disant textile africain, enfin beaucoup en wax, où c'était en plus beaucoup de wax chinois avec zéro qui revenait à l'Afrique. Et ça, c'est encore une autre, de marques qui revendiquent leur culture et leur identité, mais bon,
À un moment donné, faut aussi avoir un discours qui soit cohérent. Mais c'est et en train un éthique. peu de changer parce que justement, depuis quelques années, il y a beaucoup de marques qui commencent à revaloriser les savoir-faire traditionnels et c'est très bien. Et ça commence, les artisans qui ont du mal à trouver maintenant des apprentis pour apprendre les tissages comme ils faisaient avant, etc. Les jeunes veulent plus investir dans des métiers comme ça avec des années d'apprentissage. En fait, ils ont du mal à trouver de la main d'œuvre. Hein. Quand on discute avec des vieux monsieur de Casamance qui ont fait ça toute leur vie, j'ai plus d'apprentis en fait. Et donc maintenant, il y a un réel espoir dans ces métiers de niche aussi. Il va trouver une clientèle qui commence à comprendre qu'il faut consommer autrement, etc. Il y a tout un switch là qui est en train de se faire depuis quelques années, où tout ce qui est déjà art contemporain africain, ça devient la mode, tout le monde s'y intéresse, où il y a plein de marques qui commencent à valoriser tout ce travail-là et qui fait un travail de communication des matières, de la provenance, des savoir-faire, ou même dans les maisons de couture ici, on voit très bien que les métiers d'art et les métiers de la main commencent enfin à être valorisés en fait. Donc ça devient intéressant. On vit une époque où ça devient intéressant, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était absolument pas le cas. Ah, mais toi, oui, ce que tu as proposé il y a 20 ans, c'était absolument pas tendance. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que tu as à la fois envahi les tapis rouges, et du coup, tu as habillé les défilés, et en même temps, les femmes dans la rue. Donc, en termes de diffusion, je trouve que ce qui est beau, c'est que tu as pu toucher un panel de cibles, de femmes et aujourd'hui d'hommes, puisque je sais aussi que tu crées pour les hommes. Et finalement, maintenant, tu vas habiller aussi nos maisons avec des objets déco. Donc, avec un mouvement qui n'était pas du tout tendance, finalement, t'as diffusé cette joie, cette couleur, cette vibration un peu partout, là où il y avait des personnes qui résonnaient avec tes créations. Oui, et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à m'ouvrir un peu, à un moment donné, je faisais beaucoup de ventes privées aux États-Unis, tout ça. Le rapport aux racines était complètement différent qu'avec les personnes de la diaspora ici. Ça m'a appris aussi plein de choses humainement, historiquement, m'intéresser aussi au textile. Chaque textile a une histoire. Avec de la symbolique des motifs, avec plein de choses. Moi, tout ça, ça me passionne, en fait. Et alors, on sent vraiment toute cette fibre de création et cet amour de la couleur, du textile et aussi des gens et de leurs mains, puisque tu valorises vraiment ce savoir-faire main. Est-ce que ça t'est arrivé ou ça t'arrive encore de douter? Est-ce que tu as connu des revers, je sais pas moi, créatifs, humains, financiers? Est-ce que tu as des regrets sur certaines décisions que tu aurais prises par rapport à la navigation dans ta structure, de ton entreprise? Je sais pas. Qu'est-ce que tu... En fait, j'ai un mode de fonctionnement peut-être un peu particulier. Je suis pas quelqu'un qui pense en positif et en négatif. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il y a que des expériences à faire. Et chaque chose est juste, en fait. Chaque chose a un sens. Chaque expérience est là comme un cadeau. Après, forcément, le cadeau, il y a des fois, on le voit pas tout de suite. Hein. Ça fait très très long. Ça prend du temps. Après, non, c'est pas simple parce que quand on est une petite structure, surtout dans le domaine de l'art, pour travailler sur certains projets, on n'a pas les financements, faut continuer à bosser, à faire, à la fois ses commandes et à la fois pouvoir travailler sur des grosses œuvres pour la prochaine expo 3 mois après. Ou quand on vend, ça rembourse juste l'investissement dans des pièces. Donc on sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, on fait des gros événements, on se dit ça va nous rapporter un peu. Des fois, ça nous rapporte rien. Des fois, on fait des petits événements et puis ça se passe très bien et on a un super contact. On peut pas faire de pronostic en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter si on sent les choses ou si on les sent pas. Alors, est-ce que tu es heureuse de ton parcours et est-ce que, là, j'entends comment tu navigues, est-ce que malgré tout, tu génères un chiffre d'affaires qui te convient? Est-ce que ça honore ton temps passé, même si tu te nourris de cette création, j'entends bien? Comment tu le perçois? C'est pas simple parce que tout ce qui rentre, moi, je l'investis dans mes matières premières, dans mon personnel,
Donc moi, j'ai pas forcément de vie à côté. Même le peu de temps de pause que je m'accorde de temps en temps en vacances, c'est toujours des vacances boulot. Moi, j'ai toujours du mal à décrocher. Même quand je vais à l'étranger, c'est pour faire des ventes. Je me trimballe. Tu parlais tout à l'heure de voyages hyper chers. Moi, je passe jamais inaperçue dans les aéroports. Avec toutes tes Je suis valises. celle qui trimballe minimum 70 kilos. Avec 95% de choses de boulot à l'intérieur. Oui, c'est pas des fringues, c'est pas des maillots de bain. fringues. Donc voilà, c'est rien n'est simple. Mais moi je suis comme ça. Après, ça peut être beaucoup de concessions aussi parce que, de concessions. Moi, je le vois pas forcément en termes de concessions parce que je suis bien avec ça. Mais moi, j'ai pas forcément de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de voilà, et je sais pas comment font les gens qui ont des enfants. Qui en plus moi, ont des admire parce que je me dis mais comment ils font pour s'occuper de gamins en fait. Des fois, j'ai des messages de gens qui me disent ah vous avez réussi. Je dis mais c'est quoi la réussite? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi. Pour moi, j'aurais réussi quand je sais pas, j'aurais le temps et les moyens financiers de pouvoir faire ce que je veux en termes de création et c'est pas le cas. Ah oui, tu estimes que c'est pas le cas encore aujourd'hui, pas complètement. Ah non, et puis je suis pas quelqu'un. Ce qui va me nourrir, c'est pas forcément le revers financier que ça va t'apporter. C'est vraiment l'échange humain en fait. Puis c'est ce qui reste, le lien humain. Des fois, j'ai des projets. Je travaille pas mal à la commande des gens pour des événements qui me demandent des pièces particulières ou des gens qui viennent avec des bijoux cassés ou un bout de tissu de la grand-mère et qui me demandent de remonter un bijou avec ces objets avec ces matières qui ont une valeur affective aussi derrière. Et je construis quelque chose autour de ça. Donc ça, c'est des choses aussi qui m'intéressent. On rentre quelque part dans une intimité de la personne où la personne se confie aussi des fois à moi et il y a des choses qui restent. Ou des gens même dans des ventes privées, la discussion très vite tourne autour de choses très intimes. Et j'ai des gens qui finissent dans mes bras en pleurs. Je comprends même pas comment ça se passe en fait. C'est très particulier. Des fois, j'ai vraiment des échanges. J'ai souvent des clients très très fidèles depuis des années en fait, qui deviennent des amis. Vraiment. Partout, un peu partout dans le monde en fait. C'est assez drôle et c'est ça qui me fait avancer ou qui me nourrit aussi. Oui, c'est le lien et c'est ces partages de culture, de beauté, de connexion, d'énergie. Voilà, des fois j'ai des demandes très particulières. Je citerai pas son nom, mais par exemple il y a 3 ans, j'ai une cliente qui est devenue une amie qui m'a demandé comme une espèce de guirlande. Un peu comme les guirlandes de prière tibétaines. En fait, elle voulait un objet comme ça pour son père qui était mort au moment du Covid. Elle n'avait pas pu faire une cérémonie d'enterrement, donc elle l'a faite 2 ou 3 mois après. Elle me dit j'aimerais que ce soit toi qui me fasse ça avec tes textiles parce que mon père il a habité au Burkina pendant des années. Il a monté des écoles là-bas, etc. Enfin, elle m'a envoyé des articles de journaux sur ce qu'il avait fait, des photos où son père était avec plein d'enfants qui souriaient, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me touche encore, tu vois. Oui. Et j'ai fait un drapeau avec des motifs de tissus bien spécifiques. J'avais même du wax avec des petits anges, avec des cœurs, et j'avais ramené des bronzes du Burkina. Avec une maison, avec une cacahuète, j'ai brodé des graines de baobab, j'ai brodé plein de choses sur cette guirlande-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Et elle me dit, cette cliente me dit, mais combien je te dois? J'ai dit, bah non, en fait, tu me dois rien parce que c'est moi qui te remercie d'avoir pu lui rendre hommage, en fait. C'est vraiment quelque chose, tu vois, des fois j'ai des demandes et du coup, ça a vraiment créé encore un lien entre nous et maintenant c'est encore plus une cliente fidèle et je vais plus y gagner, en fait, autrement. Et tu vois, c'est des choses comme ça qui m'animent. Je suis pas quelqu'un qui va me projeter en me disant oui, alors je sais ce que j'ai en frais fixes, évidemment, je sais ce que je dois atteindre un peu comme chiffre d'affaires mensuellement, etc. Mais c'est pas ça mon moteur. C'est pas ça en fait. Moi, j'ai toujours de quoi manger, j'ai un toit, voilà. Il y a des quotidiens qui sont franchement pas simples, mais j'avance autrement en fait. J'avance vraiment autrement. Ouais, merci, c'est hyper beau. C'est très touchant parce que je pense que là, on est vraiment au cœur
de la mission de création et la mission aussi de tes mains dans leur pouvoir de créer et de créer quelque chose de vibrant, de vivant. Après, je sais pas, pour moi, c'est comme s'il y avait un peu deux types d'artistes différents. Il y a des artistes qui vont être très dans la réflexion, dans le concept, ils savent à l'avance comment ils vont réaliser, qu'est-ce qu'ils vont réaliser, etc., comment ça va. Et c'est très bien. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai un travail hyper intuitif. Et il y a qu'à voir mes ateliers et mon bureau. C'est une caverne d'Ali Baba et c'est vraiment très, très bordélique, excuse-moi du terme. Mais voilà, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et en même temps, je sais où tout est rangé, qu'est-ce que j'ai. Voilà, tout est prétexte à la création. Ouais, c'est toute ta banque, ta matière première qui est à disposition pour créer. C'est mes trésors, moi, c'est ça mes bébés. Ah, c'est magnifique, merci. Alors, bon, on a bien compris que t'étais pas dans la stratégie, dans le marketing, que t'avais pas de plan, de business plan, mais est-ce que pour toutes les femmes, les flamboyantes actuelles et à venir, est-ce que t'as des tips? Est-ce que tu t'as des choses vraiment essentielles pour toi que t'aimerais recommander pour pouvoir développer une entreprise tout en se sentant à sa place et épanoui, puisqu'on sent bien quand même que le moteur et l'épanouissement, il est fondamental là pour tenir autant d'années avec autant d'énergie. Je pense que quand on est aligné à ce qu'on est vraiment, à notre essence, et qu'on fait des choses qui nous procurent de la joie, les synchronicités arrivent à toi et tout s'enchaîne en fait. C'est aussi simple que ça. Quand on a suffisamment d'expérience pour arriver à s'écouter, parce que il y a aussi l'humain apprend malheureusement beaucoup par la souffrance. Moi, j'ai eu plein de problèmes de santé, ça m'a appris aussi à savoir qui je suis et à comment fonctionner autrement en fait. Ouais. Donc voilà, on joue. Pour moi, c'est comme si on jouait une pièce de théâtre ici. Notre incarnation, c'est voilà, on est là pour expérimenter des émotions. Donc c'est à nous de savoir comment on gère ça et voilà. Après, on est confronté en tant qu'entrepreneur à plein de problématiques. Moi, j'ai eu plein de problématiques de copie, des problématiques moi, j'ai eu des attaques racistes. J'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages, mais comment c'est possible de vendre un colis à 300 €? En fait, quand je passe 30 ou 40 heures sur un colis, c'est même beaucoup plus cher que 300 €. Que ce soit moi ou les autres personnes, je peux pas les payer 10 centimes de l'heure, en fait. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Mais j'ai vraiment vite compris que de toute façon, il y aura toujours des gens qui critiquent. Il y aura toujours des gens qui vont te dire que c'est pas possible. Il y aura toujours des gens à qui ça ne va pas plaire. Donc c'est vrai que je passe outre ça en fait. Je m'écoute vraiment moi et tu suis ta joie. Tu suis ta joie. Je suis ma joie. Après, dans ma communication, je sais que j'ai plein de choses à améliorer dans tout ce qui est technique là. J'ai l'impression d'être un dinosaure maintenant. Il faudrait que je fasse des formations là. Je commence à m'intéresser un peu à l'intelligence artificielle là, comment ça fonctionne. Je me dis mais c'est incroyable tous ces nouveaux outils qui arrivent. Tu vois, ne serait-ce que pour reparler des bureaux de tendance avant, mais tu te rends compte qu'on faisait encore des planches à la main, des magazines, avec la photocopieuse. C'est fou, c'est fou. Et c'est il y a pas si longtemps. C'était il y a pas si longtemps. C'est ça, j'ai pas l'impression d'être spécialement vieille, tu vois. Et je me dis mais ça va à une allure incroyable. Tous nos métiers changent. Tous les métiers de l'image là, et encore nous on est un peu dedans, on arrive un peu à décoder qu'est-ce qui est le vrai du faux et tout ça. Mais des fois, je vois des visuels sur Instagram de colliers absolument de parures magnifiques. Je me dis, mais s'il fallait faire ça, ça demanderait 2 ans et demi de travail. Comment on peut pas rivaliser avec ces choses-là. Donc, voilà, il y a des fois, je me dis, Alors Maud, on est quasiment à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce qu'il y a des rêves encore inassouvis? Est-ce que tu as des idées pour la suite du développement de Toubab Paris et puis pour ton développement personnel aussi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu là? C'est quoi le plan? Là, il y a plusieurs challenges créatifs qui sont amorcés là. Il y a la Biennale de Dakar là au mois de novembre.
Donc ça, c'est un premier projet. Après, là, j'ai des projets de partir au Bénin aussi, faire des ateliers en janvier. Enfin, j'ai plein de sortes de projets un peu différents, voilà. Et puis, j'aimerais bien arriver à mettre en place toutes mes histoires de sculpture murale aussi un peu autrement. Donc ça, c'est les challenges créatifs. Après, les challenges perso, c'est arriver à prendre un jour de congé dans la semaine, se dégager du temps pour faire des cours de yoga de temps en temps ou voilà. Après, C'est la question que je me posais ce matin. Je me disais, bon, alors elle a toujours un corps de rêve. Est-ce qu'elle arrive à caser du sport dans son activité? Du sport, moi, j'en fais tout le temps parce que je passe mon temps à monter et descendre des escaliers, à trimballer des valises de je sais pas combien de kilos. Voilà, ça maintient la forme, on va dire. Après, je suis quelqu'un qui adore la danse. J'avais failli en faire mon métier il y a 20 ou 30 ans de ça. Si je danse pas, ça va pas. Donc j'ai besoin de ça, c'est mon exutoire en fait, vraiment. Donc tu danses encore beaucoup? Donc je danse et même il y a des années de ça, je pouvais finir de bosser à 11h du soir, je partais danser jusqu'à 3-4h du matin, 8h j'étais debout, j'enquillais ma journée et rebelote, hein. Moi je sais pas où je trouvais ma force. Maintenant, j'ai un peu moins la vitalité que ce que j'avais quand j'avais 25 ans, mais voilà, j'ai vraiment besoin de ça aussi. Et puis ça m'a aidé à tenir même toutes mes longues nuits blanches pour finir des commandes et tout ça. Moi, j'ai mes musiques latines, je fais mes mini pauses danse de 2-3 minutes et hop là, je me remets. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement, quoi. D'accord. Alors pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui était très important pour toi? Non, après des choses à ajouter, il y en a toujours, hein, il y en a toujours. J'ai rien je pense à rien de vraiment précis. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aussi. Et non, être entrepreneur, c'est aussi jouer avec ses peurs. Voilà, moi ça m'a permis aussi de vaincre une certaine timidité que j'avais parce que j'étais quelqu'un de très timide aussi. Donc j'ai appris à oser. Si on n'ose pas, on fait rien. Tu parlais d'audace tout à l'heure. Voilà, il faut pas avoir peur du regard autre, faut pas, voilà, on apprend tous les jours et on est là pour ça, hein. Et alors qu'est-ce qui te nourrit là? Est-ce que tu as une ressource à nous partager? Donc on a compris que c'est la danse qui t'aidait à garder le cap, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert, une inspiration, j'en sais rien, une expo, un film, un livre, une méditation, quelque chose que tu as fait ces derniers temps que tu aimerais partager parce que toi ça t'a vraiment nourri? J'ai tellement de choses qui sont inspirantes. Tout est inspirant. Après, c'est sûr que ça fait toujours du bien de se reconnecter à la nature. Voilà, moi là j'ai eu la chance d'être un peu en France et de me reconnecter à ma Méditerranée, tu vois. Moi ça c'est quelque chose. T'en avais besoin. J'en avais besoin. Pour moi la nourriture c'est pareil, c'est très important. Moi je suis avec mes légumes, mes fruits, voilà, l'alimentation c'est primordial. Et en Afrique, tu arrives à manger comme tu as envie pour te donner de l'énergie? C'est pas facile parce que moi je suis sujette aussi aux intoxications alimentaires et tout ça, donc il faut faire vraiment attention. C'est pas évident. Et puis il y a plein de légumes qui n'existent pas là-bas ou alors on les trouve importés, traités, très chers. C'est pas. Donc là, j'étais contente de retrouver. Avec facilité. Avec facilité, mes fenouilles, enfin plein de choses que je trouve pas forcément là-bas, tu vois. Un brocoli, ça y est, c'était Noël, quoi. On est en juillet, enfin là on est au mois d'août, on enregistre au mois d'août, mais bon, vive le brocoli.
Est-ce que tu peux nous dire aussi, me dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses, dont le parcours entrepreneurial, alors féminin, hein, puisque je rappelle que moi j'ai envie de rencontrer des femmes flamboyantes, voilà, qui pourraient nous inspirer toutes? Il y a plein de parcours qui sont inspirants, j'ai envie de te dire. Tous les parcours sont inspirants Oui, parce bien sûr. qu'ils sont tous atypiques, tu vois. Là, j'ai en tête, par exemple, une amie qui a bossé des années chez L'Oréal, qui avait quitté sa boîte il y a quelques années parce qu'elle a eu des enfants métis et qu'elle savait pas où les faire coiffer. Et elle a monté des salons de coiffure adaptés à tous les types de cheveux. Et elle fait plein d'ateliers pour apprendre aux parents à coiffer les enfants. Enfin, elle fait énormément de choses. Là, je peux pas tout résumer. Et maintenant, elle a ouvert 3 salons de coiffure. Enfin, c'est vraiment un exemple aussi de quelqu'un qui a un rêve et qui arrive à mettre toutes les chances de son côté, qui a eu plein de barrières aussi, mais qui les a qu'elles soient administratives, etc. Qui les a complètement dépassées. Voilà, c'est un caractère, une force de caractère, vraiment. Avec plaisir, pour la recevoir, tu me donneras ses coordonnées. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, et puis acheter tes créations, ou en tout cas commander tes créations? Alors, il y a le plus facile, c'est l'e-shop de la marque, donc l'e-shop de Toubab Paris. Après, par exemple, là dans le sud, il y a une très jolie boutique, la boutique de la Fondation Blacher. Donc en plus de venir à la boutique, il y a évidemment toute l'exposition de la Fondation. Il y a toujours, tous les ans, il y a une exposition différente qui est toujours très très intéressante, très bien scénographiée, éclairée. C'est un très joli lieu dans une très jolie région du Vaucluse. Elle est où, cette boutique? C'est à Beaugneux. Ah, Beaugneux, ok. Pas très loin d'Avignon. Voilà, c'est vraiment un très joli endroit où ils font des résidences d'artistes, ils font plein de choses. Ça c'est un petit point de vente coup de cœur. Ils sont tous adorables en plus dans l'équipe, donc dédicace. Et puis évidemment, on te retrouve sur Toubab Paris et on peut découvrir toutes tes collections magnifiques, en tout cas tes pièces uniques qui pour moi, tout assemblées, font une collection magnifique. Et puis tes décors, tes sculptures murales. Écoute, merci beaucoup à toi Sabine. Merci pour tous tes compliments. Merci aussi de m'avoir encore donné l'opportunité de m'exprimer. Et puis merci à toi, Maud, d'être aussi inspirante. C'est un vrai bonheur pour moi de te suivre, même de loin, et puis de voir toutes tes nouveautés. Et je me dis, ça y est, elle a encore fait Arbre. Oh là là, incroyable. Elle me surprend encore. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir suivre tes créations, tes actualités, et puis de te voir bouger au fil de tes inspirations. Donc merci pour cette inspiration au quotidien et toutes ces couleurs et cette énergie que tu nous partages. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez écouté un épisode de Flamboyante. Cet épisode a été réalisé par Sabine Reynard et monté par Karina Michel. Merci à Laure Brignone pour ses conseils techniques. Si ce partage vous a plu, la meilleure chose à faire est d'aller déposer 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne manquer aucun épisode. Pour me contacter, vous pouvez passer par mon compte Instagram. Rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi matin, pour un nouvel épisode. Merci et à très bientôt.